très grand merci pour la qualité de la présentation et des recherches que vous avez effectuées, mais surtout un grand remerciement pour votre présence ici ce matin, parce que c'est effectivement le rôle de la recherche de participer à la diffusion de la connaissance auprès du grand public et puis surtout d'éclairer pour nous la décision politique. Et voilà, pour ça, un grand merci et un remerciement qui vaut par avance par ailleurs à Isabelle Baldi qui va, pour le coup, à qui je vais passer la parole, qui va nous présenter, elle, de son côté, les travaux d'expertise collective sur un autre registre, l'expertise collective INSERM que Cédric Villani attend avec impatience depuis tout à l'heure. Et donc, je laisse la parole à Isabelle et on aura, si on a un petit peu de temps, un court moment d'échange après ces deux présentations pour avoir peut-être une ou deux questions pour préciser les choses. Voilà, Isabelle Baldi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de me donner cette parole. Que votre micro ne soit pas ouvert. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et n'oubliez pas mettre votre caméra pour qu'on vous voit aussi. Et alors attendez, donc du coup, il faut que je fasse une petite manip supplémentaire. La caméra est là. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous pouvez relancer la diapositive et tout va bien. Alors, effectivement, d'abord, je vais m'excuser de ne pas être parmi vous ce matin, même si j'y suis à distance et depuis le début de cette réunion. Donc, j'ai bien écouté tous vos échanges, mais pour des raisons d'agenda de transport, c'était difficile d'être vraiment là en présentiel. Néanmoins, j'ai bien écouté tout ce qui a été dit auparavant et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai entendu les différentes présentations. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter de façon très succincte, là aussi, les résultats de l'expertise collective INSERM et en particulier sa publication en 2021 en faisant un rappel sur le travail précédent qui était de 2013. Alors bien sûr, je le fais au nom d'un collectif d'experts en insistant sur le fait que nous avions de la pluridisciplinarité dans ce groupe avec à la fois des épidémiologistes, également des toxicologues, un sociologue, des gens qui étaient plus spécialistes de l'exposition. Donc la démarche est assez parallèle à ce qui vient d'être expliqué sur le plan agronomique. L'idée, c'est d'apporter un éclairage scientifique qui soit utile à la décision en santé publique. Et c'est également une analyse critique de la littérature, non pas une méta-analyse, mais vraiment une analyse de l'ensemble de la littérature existante par un groupe d'experts pour essayer d'éclairer la connaissance sur le lien entre l'exposition professionnelle aux pesticides et la survenue de pathologies chroniques. Mais il a été également traité l'évaluation des effets sanitaires d'une exposition précoce chez le fœtus et chez le jeune enfant. Un objectif était de, si possible, identifier des familles ou des substances actives qui étaient plus particulièrement impliquées dans les constats de recherche sur la santé humaine. Donc c'est important de rappeler qu'il y avait une expertise collective précédente de l'INSERM en 2013 que finalement on oublie parce qu'on pense que celle de 2021 la remplace. Non, elle la complète. Et donc, il y a des effets de santé, par exemple, qui étaient traités dans l'expertise de 2013, qui n'ont pas été repris en 2021. Et il y a eu des mises à jour, mais également des compléments en 2021. Mais c'est l'ensemble qui constitue l'analyse sur le plan de la santé qui a pu être réalisée sur les pesticides. Donc, cette mise à jour de 2021, elle a été réalisée suite à une saisine par 5 commanditaires, donc vous voyez, qui sont listés ici sur cette diapositive. Donc, on voit que ça intéresse différentes directions, aussi bien le travail, la prévention des risques, la santé, la recherche et l'innovation, l'agriculture et l'alimentation. Et la première présentation publique date donc de juin 2021. Les documents sont disponibles en ligne dans les différents formats, soit complets avec plus de 1000 pages, soit plus résumés, de façon à être accessible à tous dans les différents formats. C'est quand même un processus très long, l'expertise collective. On la présente très rapidement ce matin, aussi bien dans la présentation précédente que moi-même. Mais sachez que ça nous a mis 3 années de travail pour arriver à sortir nos conclusions et diffuser ces résultats. Je passe un peu les différentes étapes, mais c'est évidemment un processus qui est très long. Cette nouvelle expertise collective, elle portait sur des pathologies qui n'avaient pas pu être investiguées en 2013. On a aussi ciblé plus particulièrement des populations vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les femmes enceintes, les riverains de zones agricoles
Et puis, il y a eu des points spécifiques sur des substances qui ont été demandées, sur le glyphosate, la chlordécone et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, que vous connaissez peut-être plus sous l'acronyme SDHI. Comment on a procédé pour émettre nos conclusions? On a en fait émis des niveaux de présomption de lien selon les mêmes lignes qui avaient été établies en 2013 en fonction du volume de littérature existant. Donc là également, nous on s'appuyait sur 5000 références au total, mais pour chaque effet de santé, il pouvait y avoir plus ou moins d'études, et en fonction des pesticides également, ça pouvait être un sous-ensemble un peu plus réduit. En tout cas, on a eu des critères qui étaient basés sur la qualité de la littérature et sur le nombre d'études publiées, pour aller d'un niveau de présomption fort, en particulier s'il y avait une méta-analyse de bonne qualité, plusieurs études de bonne qualité d'équipes différentes, moyen si on avait au moins une étude de bonne qualité qui permettait d'être confiant, ou alors faible si on considérait que les études n'étaient pas de qualité suffisante, incohérentes entre elles, ou avec une puissance statistique qui n'était pas suffisante pour conclure. Bon, je développerai pas, mais il y a des nuances évidemment entre présomption de lien et preuve de lien de causalité, qui est aussi un autre terme qu'on peut utiliser quand on fait un point sur les connaissances existantes. Alors les domaines qui ont été couverts, en plus des chapitres sur l'exposition et sur les aspects sociologiques, c'est essentiellement donc les maladies neurologiques, ça a été questionné ce matin, en particulier sur le développement neuropsychologique, sur les troubles cognitifs, les troubles anxio-dépressifs, et puis des maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer et sclérose latérale amyotrophique. Pour les cancers, ce qui a été regardé dans cette expertise, c'est les cancers du sang ou hémopathie, les sarcomes, reins et vessie, prostate, sein, système nerveux central, et puis il y a une petite note sur le poumon et une autre aussi un peu spécifique sur la cohorte agricole qui a déjà été citée ce matin, qui est donc une cohorte française qui suit les agriculteurs maintenant depuis 2005. En dehors de ces deux grands domaines, il y a des chapitres aussi sur la santé respiratoire qui est émergente, vous verrez par rapport aux conclusions, sur l'endométriose et sur les pathologies thyroïdiennes. Alors, je vous rappelle quand même les conclusions de l'expertise collective de 2013, puisqu'en fait, elles ont été complétées en 2021, qui montraient, je ne vais pas pouvoir tout détailler évidemment, mais pour les niveaux de présomption forts, des résultats pour les lymphomes malins non hodgkiniens, le myélome multiple, cancer de la prostate et maladie de Parkinson, et chez les enfants, sur les malformations génitales, la leucémie, les tumeurs cérébrales de l'enfant. On avait donc des niveaux de preuve moyens, vous les voyez ici, je ne développe pas, et plus faibles sur d'autres maladies. En 2021, en plus donc de ce qui avait été montré en 2013, apparaissent des troubles cognitifs, donc ça veut dire des soucis qui concernent le traitement de l'information par le cerveau, et aussi des maladies respiratoires, la bronchopneumopathie chronique obstructive et la bronchite chronique, qui apparaissent donc dans les niveaux de présomption forte. Il n'y a pas eu de remise en cause de ce qui avait été classé comme présomption forte précédemment. En revanche, des nouvelles maladies apparaissent comme vous le voyez ici. Et puis dans les niveaux de présomption moyenne, on a aussi de nouvelles pathologies. Le N veut dire que ça n'était pas traité précédemment, comme le cancer du sein par rapport à des expositions au DDT dans l'enfance, les cancers du rein et de la vessie, les sarcomes des tissus mous, les pathologies thyroïdiennes, et puis l'asthme, le sifflement et la fonction respiratoire, qui ont donc été avec des niveaux de présomption moyens d'emblée, puisqu'ils n'avaient pas été évalués précédemment. On a aussi un niveau de preuve qui a augmenté pour les tumeurs cérébrales qui étaient avant faibles et pour l'anxiété et la dépression qui étaient en faible et qui maintenant sont au niveau de présomption moyenne. Par rapport à l'enfant, en 2021, donc on a maintenant en niveau de présomption fort les leucémies par rapport aux expositions de la mère pendant la grossesse, les tumeurs cérébrales, les troubles du comportement de type internalisé par rapport aux expositions à la famille des pyrétrinoïdes, des altérations des capacités motrices, cognitives et sensorielles pour des expositions professionnelles, ainsi que les malformations congénitales, mais qui avaient déjà été évaluées précédemment. Vous voyez donc qu'on a aussi des niveaux de présomption moyens pour les enfants, dont la leucémie quand l'exposition est celle du père en préconception, les troubles du spectre autistique par rapport aux organophosphorés et des altérations des capacités motrices, cognitives et sensorielles pour des expositions environnementales et non pas professionnelles. Et apparaissent aussi les morts fétales. Donc on a là aussi un ensemble de maladies qui a augmenté. Je vais simplement vous donner quelques exemples par rapport au niveau de présomption fort, par rapport à l'évolution des connaissances au cours du temps. Je ne peux pas malheureusement vous donner l'ensemble des informations, mais je vais focaliser sur ces niveaux de présomption fort, en particulier chez l'adulte, pour le lymphome malin non hodgkinien. Donc, dès l'expertise de 2013,
il y avait déjà des conclusions, mais on avait des difficultés à analyser des substances actives précises. Dès 2013, il y avait un certain nombre de conclusions, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2013, on a des méta-analyses, donc des analyses groupées, qui ont permis d'aller sur des matières actives spécifiques et d'avoir des conclusions un peu plus ciblées. Donc, vous avez dans le tableau qui est sur la droite de cette diapositive, les molécules qui ont été classées avec des niveaux de présomption forts. Vous voyez le lindane, le DDT, les organophosphorés, des azinon-malation qui font partie des organophosphorés, des niveaux de présomption moyens et des niveaux de présomption faibles. Ceci dit, par rapport à la littérature existante aujourd'hui, et nos toxicologues ont mis en évidence qu'en fait, c'est des mécanismes relativement transversaux de génotoxicité, de production d'espèces réactives de l'oxygène, l'immunomodulation, les perturbations endocriniennes, qui soutiennent donc les résultats qu'on peut trouver dans les populations humaines et surtout qui ouvrent la voie à éventuellement d'autres substances qui aujourd'hui n'ont pas été documentées et qui pourraient avoir les mêmes mécanismes. Le myélome multiple, c'est donc assez proche des lymphomas non-Hodgkiniens, on est même classé dans le même groupe par certaines classifications internationales. Et de la même façon, on a pu avoir plus d'informations sur des pesticides spécifiques depuis 2013, avec des méta-analyses qui ont été produites et qui permettent de classer donc en niveau de présomption moyen la permétrine et faible un certain nombre d'autres molécules que vous voyez ici, le DDT, le carbaryl, le glyphosate ou le captane. Par rapport au cancer de la prostate, dès 2013 aussi, on a vu une élévation du risque pour les professionnels, sans qu'il soit possible de distinguer des familles chimiques particulières ou des substances actives spécifiques. Mais ces résultats étaient aussi bien pour des populations agricoles que des applicateurs, plus particulièrement, ou encore des ouvriers de l'industrie de production des pesticides. Donc depuis 2013, il n'y a pas de nouvelles conclusions sur les substances, on n'a pas d'étude qui ait permis d'élargir cette connaissance. Il y a toujours des éléments par rapport notamment aux organophosphorés dans l'Agricultural Study, cette large cohorte américaine, en particulier pour les formes les plus agressives, avec un rôle quand même des antécédents familiaux dans l'apparition de ces cancers. Là aussi, les mécanismes sont documentés par de nombreuses études toxicologiques, en particulier la régulation hormonale, hein, qui est évidemment un paramètre essentiel. Mais donc, si on a la chlordécone qui a été considérée comme avec un niveau de présomption fort, vous voyez par ailleurs d'autres molécules avec des niveaux de présomption moyens, aldrine, DDE, comaphos, malation et terbufos. Mais ce que nous disent les toxicologues, c'est que par rapport à ces mécanismes qui sont identifiés, d'autres molécules pourraient très bien être candidates. Elles n'ont pas forcément été aujourd'hui investiguées dans les études épidémiologiques. Vous les voyez listées en bas de cette diapositive. Pour la maladie de Parkinson, on a donc là aussi des éléments qui étaient produits en 2013 avec des difficultés pour conclure sur des pesticides spécifiques. Et depuis 2013, des nouvelles données par rapport à des molécules, en particulier des méta-analyses qui ont pu être produites sur le paraquat, mais aussi des études environnementales qui ont été produites, donc pas seulement en milieu professionnel. Et là aussi, les données mécanistiques sont nombreuses et continuent de renforcer l'information qu'on a sur le lien entre pesticides et maladie de Parkinson. Donc là, vous voyez les organochlorés classés avec un niveau de présomption fort. Dans le moyen, on a le paraquat et la rothénone. Et puis, par ailleurs, on a d'autres molécules aussi qui sont listées, mais ces listes ne sont évidemment pas exhaustives. Donc, vous avez questionné ça ce matin par rapport au fonctionnement du système nerveux central. Les études portant sur les troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés de mémorisation, de traitement de l'information, d'attention, etc., sont là aussi identifiées depuis 2013, notamment dans les situations d'intoxication aiguë par les organophosphorés. Il y avait déjà à l'époque une quarantaine d'études. Et puis depuis cette première expertise collective, une quinzaine d'études ont été produites et 2 méta-analyses pour explorer d'autres familles de pesticides. On a un peu débordé le cadre des organophosphorés avec les pyrétrinoïdes et les organochlorés, et aussi une analyse qui commence à porter sur la population générale avec des niveaux de présomption un peu moins importants, ici niveau de présomption moyen, mais qui montre là aussi des atteintes de l'attention, les capacités visuomotrices, l'abstraction verbale, la perception. Donc, on soulève une question par rapport à ces effets de santé, c'est le possible lien avec la maladie d'Alzheimer, qui pour l'instant est classée en niveau de présomption moyenne, parce qu'il y a peu d'études. Donc, même si celles-ci sont en faveur, elles ne sont pas suffisantes pour conclure à un niveau de présomption plus fort.
mais le lien entre troubles cognitifs et maladie d'Alzheimer est bien connu, puisque ce sont les premiers signes qui apparaissent dans le développement de la maladie. Donc, c'est une vigilance à avoir par rapport aussi à ce lien avec la maladie d'Alzheimer, même si elle n'est pas complètement encore tout à fait démontrée. Vous avez enfin une nouvelle catégorie de maladies qui apparaissent dans ces présomptions fortes en 2021. C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive et la bronchite chronique. Il y a quand même une centaine d'articles sur la santé respiratoire qui ont pu être regardés, essentiellement là aussi en milieu professionnel. Presque la moitié qui ont été publiés finalement assez récemment, depuis 2014, et qui documentent des troubles respiratoires diversifiés. Ça va des symptômes jusqu'à des maladies plus constituées comme l'asthme, la BPCO et la bronchite chronique. Et donc, c'est surtout sur la bronchite chronique que les conclusions ont été émises par l'expertise collective à ce jour, parce que on avait 9 cohortes qui permettaient de faire une méta-analyse et montrer une augmentation du risque de 33%. Là aussi, il y a des données mécanistiques, toxicologiques, comme le stress oxydant, la mitotoxicité, l'immunomodulation, l'inhibition de l'acétylcholinestérase, qui peuvent expliquer ces observations dans les populations humaines. On n'a pas forcément un focus précis sur des molécules, mais vous voyez certaines qui sont citées ici, avec un niveau de présomption faible aujourd'hui. Alors, on a un certain nombre de conclusions dans l'expertise collective que vous pourrez prendre le temps de lire. C'est clair qu'on a souligné la préoccupation sociétale sur ces sujets-là, qui se justifie par la notion d'exposition qui est bien documentée elle aussi, en particulier en milieu professionnel, comme ça a été dit, puisque ce sont les personnes les plus exposées. Vous savez aussi qu'on avait pu, grâce aux conclusions de 2013, aller vers une extension des tableaux de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, l'idée, c'est aussi que ce qui a été produit dans cette nouvelle expertise puisse servir à élargir les maladies pour lesquelles une reconnaissance en maladie professionnelle soit possible. Je vais reprendre quelques éléments des recommandations 2013. Parce qu'en fait, elles n'ont pas été reprises dans l'expertise de 2021. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de recommandations. Simplement, les recommandations de 2013, pour la plupart, restaient encore tout à fait valides. Et donc, c'est pour ça que je me permets de les reprendre, même si certains points ont avancé. Globalement, il y a encore pas mal de progrès à faire. Donc, le premier progrès, c'est d'améliorer les connaissances sur l'exposition des populations. Et vous savez qu'il y a maintenant des obligations à tenir des registres par rapport aux pesticides utilisés sur les exploitations, mais tout ça n'est pas organisé pour permettre un recueil de ces données d'usage et une utilisation à des fins scientifiques. C'est simplement dans des livres quelque part, mais il n'y a aucun système qui permet de remonter cette information. Il faut continuer de documenter les niveaux d'exposition dans l'ensemble des contextes professionnels qui utilisent les pesticides, parce qu'en fait, les données sont encore parcellaires si on considère l'ensemble des domaines dans lesquels les pesticides peuvent être utilisés. Il nous faut aussi des expositions qui soient en rapport avec les effets qu'on veut regarder, c'est-à-dire les effets chroniques. Donc, connaître les expositions tout au long de la vie. Documenter, bien sûr, aussi les niveaux, les sources d'exposition de la population générale. Ça, depuis 2013, il y a eu quelques pas en avant, mais ça demande bien sûr à être consolidé par plus de données scientifiques. D'avoir aussi un recueil de notifications sur les intoxications aiguës qui puissent être réellement utilisées et utilisables. Donner les moyens nécessaires à l'analyse des pesticides dans les milieux biologiques et en métrologie externe, parce que là aussi c'est tout à fait désorganisé à l'échelle du territoire, c'est le reste. Accéder aux compositions intégrales des produits commerciaux, qui est un vœu qu'on exprime depuis, je pense, très longtemps et qui n'est toujours pas réalisé. Et puis le deuxième volet de nos recommandations, c'était de surtout pas s'arrêter à dire il y a des effets de santé. On sait tout ça maintenant, on passe à autre chose. Il est essentiel de poursuivre et d'améliorer les connaissances sur les expositions et sur les maladies. D'abord parce que, comme vous l'avez vu, finalement, entre 2013 et 2021, il y a des évolutions et il continuera d'y en avoir. Donc, il faut vraiment ne pas se limiter dans l'exploration des effets de santé. Il faut aussi plus de données sur les populations vulnérables, dont les enfants, mais aussi les personnes qui ont d'autres morbidités, d'autres maladies et qui peuvent être plus sensibles aux effets. Il faut aussi s'intéresser aux périodes de vulnérabilité des individus, parce qu'il y a des périodes clés dans la vie où les effets peuvent être plus marqués. Il faut bien articuler les approches épidémiologiques et toxicologiques. On a parlé des effets des effets cocktails. Je me permets de dire aussi que l'effet cocktail, c'est pas juste un jour donné ou même une année donnée. C'est tout au long de la vie, en fait, que l'exposition et la combinaison des expositions
peut, vraiment le concept d'exposome dans sa totalité, entraîner des effets de santé. Donc ça, c'est important parce qu'on ne connaît pas nécessairement les interactions qu'il peut y avoir sur des expositions qui peuvent se produire à des temps différents de la vie des individus. Et bien sûr, favoriser les approches qui soient pluridisciplinaires pour renforcer toutes ces connaissances. Voilà, j'essaie de tenir dans les 20 minutes. Désolée pour les interruptions, l'agenda est complexe. Et vous voyez donc ici la référence, si vous le souhaitez, c'est bien sûr en accès libre et gratuit. Voilà, merci de votre attention. Et au nom de l'ensemble du groupe aussi, évidemment, remercier le pôle d'expertise collective de l'INSERM qui a permis la réalisation de ce travail.